ravi de vous recevoir en tant qu'invité. Et je vais présenter, donc on est ici au restaurant Louise Abella sur la base de loisirs Orthez-Biron. Et je vais appeler tout simplement les propriétaires, les maîtres des lieux, en la personne de Graziella et Franck, s'il veut bien se faire voir. Parce que j'ai privilégié cet endroit pour dire qu'en définitive, c'est un endroit qui est magique à Orthez. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe et c'est bien dommage. Voilà, alors je viens d'intégrer la communauté des camping-caristes et je peux constater à mon grand regret qu'il n'y a que 4 places pour les camping-cars. Donc j'attends la venue du nouveau maire, j'espère, et pour lui dire qu'il va falloir créer 100 places de parking. Et je vais m'efforcer à mener ce combat et vous verrez qu'à terme, il y aura un camping rétabli sur la ville d'Orthez. Voilà, il y a un projet, et généralement, comme disait Sarkozy, c'est le projet qui amène l'argent. Hein, donc on va trouver l'argent, il n'y a pas de souci. Bon voilà, je vais laisser la place à la patronne de ce magnifique restaurant qui s'appelle Louise Abella. Et la patronne, c'est Graziella. Je lui laisse la parole. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue au Louise Abella. Vous êtes sur le site de la base de loisirs du lac de Biron-Orthez. Et c'est un magnifique site, donc il mérite d'être connu. Que vous dire de plus? Ici, c'est plein de choses, entre le lac, la pêche, les pédalos, le restaurant, les animations. En fait, plusieurs personnes se démènent pour qu'il se passe plein de choses à Orthez et je vous en remercie. Et voilà, que dire de plus? Oh ben c'est toi qui vois, c'est toi qui vois. En tout cas, je peux vous dire, je suis en train de graviter depuis 1 mois et demi, puisque je suis camping-cariste, autour du lac du Biron. Et je peux vous dire que cet endroit-là, il marche bien. Et je vais prendre par exemple, il s'avère qu'ils ont battu des records. Le jour de la fête des mères, ils ont fait 170 couverts. Le jour de la fête des pères, ils en ont fait 140. Donc c'est un endroit qui marche bien ici au niveau de la restauration. Et je le répète, c'est un endroit qui est magnifique. On a un plan d'eau, on a une biodiversité. Le tour fait 3 km 600 pour les plus courageux. Et je vous invite, quand vous aurez un moment, de faire un tour. Et vous verrez déjà, la marche, c'est une thérapie, ça va vous vider la tête. Moi, j'ai le courage de vous dire qu'en définitive, mon livre, je l'écris en poussant une brouette avec du bois dedans, tout simplement. Et j'ai écrit mon livre en 10 jours. Vous voyez, comme quoi, marcher, ça inspire les écrivains. C'est un co-auteur. Et là, dans ce livre, on est 3 co-auteurs et c'est très difficile d'arriver à faire dédicacer parce qu'on a écrit le livre à 6 mains et c'est très difficile. Bon, Diego est reparti vivre en Espagne parce qu'il a choisi, il dit que la France, c'est plus comme elle était, donc il a décidé de repartir en Espagne. Et puis Gilles, en définitive, c'est quelqu'un qui a disparu des radars et qui ne donne pas de nouvelles. Bon, peu importe. Je me fais en même temps le porte-parole, je fais du marketing commercial en définitive parce que ce que je vais tenter, c'est une aventure humaine, c'est un Tour de France avec une belle machine quand même, je dois noter. Donc c'est un produit Detlef avec un moteur Peugeot, il est entièrement équipé et j'avais vraiment envie, après mes écritures, de sensibiliser l'opinion publique à ce fléau qui touche toutes les strates dans la société civile pour dire que voilà, il y a une omerta dans ce pays et j'imagine même en Europe. Alors on voit bien ce qui se passe dans le cadre de l'éducation nationale. On a des jeunes maintenant qui font des choses irréversibles, mais le harcèlement existe depuis très longtemps et on a pu entendre Emmanuel Macron, notre président de la République, dire qu'il était préoccupé par le harcèlement à l'école, mais sans parler de moyens. Alors, puisqu'il y a ce harcèlement moral en entreprise, à l'école et un peu partout, que font les pouvoirs publics pour mettre en place? Eh bien, déjà pour dégager des budgets et pour combattre ce fléau, parce que c'est un véritable fléau, les gens n'osent pas en parler. Moi, j'ai osé casser le plafond de verre. Moi, mon patron, il m'a créé des problèmes, mais il a été condamné. En définitive, si vous allez devant une juridiction, qu'elle soit prud'homale, pénale ou administrative, à un moment donné, vous pouvez le saisir. Les institutions vous le proposent. À un moment donné, vous devez dire non. Il y a un code du travail, il y a un règlement du travail, une législation du travail en vigueur, et vous devez faire appliquer tout ce qui est légal. Mais malheureusement, quand vous avez comment ça s'appelle? Moi, je me suis présenté sur Bassin-Lac, je me suis présenté en tant que délégué personnel, j'ai été élu à 96%, et malheureusement, je me suis présenté sous étiquette syndicale CGT, et là, c'est plus passé.
En définitive, quand vous faites du militantisme, quand vous rentrez dans la revendication et quand vous sollicitez l'employeur pour lui dire voilà, il nous faut des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires, voilà, ils ne sont plus là. Alors, je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en définitive, il existe chaque année dans une entreprise, vous avez dû en entendre parler, la négociation annuelle obligatoire. Alors, en définitive, moi, je me présente en décembre 2010, je propose la négociation annuelle obligatoire, j'obtiens bien sûr des avantages sociaux, mais derrière, la directrice ne trouve rien de plus que de m'accuser de vouloir l'abattre, et donc elle dépose plainte contre moi pour harcèlement et pour vouloir l'abattre. Donc malheureusement, je suis convoqué dans une gendarmerie et je dois me défendre. Je suis accusé des pires choses, de vouloir abattre ma directrice d'exploitation. En fait, je vous rassure, j'ai jamais voulu tuer personne. Et j'ai surtout toujours eu envie de travailler. Je vois Diego il rigole, mais bon, ça n'a pas été une période très facile pour moi. Et donc, il a fallu démonter, voilà. En définitive, je me suis appuyé, ma défense a été simple. Vous allez voir, l'OPJ qui me reçoit, il me signifie la garde à vue et me dit maintenant, voilà, vous êtes accusé, monsieur, il va falloir vous défendre. Et donc je lui dis, mais c'est simple, Julan, parce que je l'appelais Julan, je lui dis, c'est tout simple. Je vais vous présenter mon pointage sur 24 mois écoulés, à la minute près, avec les gens avec qui j'étais. Et voilà. Et donc, déjà, il était effaré et il dit, ah bon, vous avez votre pointage sur 2 ans? Et oui, effectivement. Alors, il faut savoir qu'un pointage du salarié, c'est celui-là qui prime, hein. C'est pas celui du patron. Hein. Si vous faites votre pointage, et dans ce pointage, il était écrit que j'avais côtoyé cette dame pendant 13 minutes sur 2 ans. Or, les accusations à mon encontre et le harcèlement moral, c'est objet. T'as pas raison. Alors, il faut que je me reconcentre. Donc, en fait, c'est. Je me rappelle plus du. Vous étiez avec elle, donc, non, mais ouais, mais c'est l'histoire du. Voyons, action. Voilà, en fait, excusez-moi, je perdais le fil. En fait, le harcèlement moral est encadré par un texte de loi très important. Voilà, action répétée, ayant pour objet une dégradation des conditions de travail, de la santé. Donc, je l'avais côtoyé 13 minutes en 2 ans, et donc, ça ne pouvait pas être des actions répétées. Et donc, en quelques minutes, l'OPJ m'a dit que ça ne pouvait pas aller loin. Et effectivement, quelques mois après, l'affaire a été classée, vous avez entendu parler, l'affaire a été classée sans suite. Mais ils ne sont pas restés là. Mais oui, parce que là, on est dans une entreprise, on est dans une PME de moins de 50, et on gagne des millions d'euros. Et voilà. Et donc, l'argent fait faire des folies à tout le... Voilà. On appelle ça les dérives patronales. Eh bien, en fait, même quand j'ai été donc classé sans suite, eh ben, ils ont saisi le tribunal, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils ont mis en place la citation directe. La citation directe, c'est une procédure américaine, donc, où on s'adresse directement au parquet, on donne une somme d'argent très importante qui démontre que l'affaire est sérieuse, et ensuite, on assigne la personne en justice. Là, pareil. Donc je me présente un 2 janvier au tribunal, je demande une prolongation, j'obtiens donc l'audience au 3 mars, 3 mois plus tard, et en définitive, je me présente à la barre et pendant 2 heures, je justifie de ma défense, qui à vrai dire est complètement facile, puisque la procureure, je l'entends déjà, elle murmure, elle dit j'ai du mal à caractériser l'infraction à l'encontre de M. Philippe Auger de la Jalée. Bon, déjà, je comprends que je vais être relaxé, puisque j'ai rien fait déjà de base, et une fois que je suis relaxé, mais je suis ravi parce que mon frère est à mes côtés, on me dit que j'ai appliqué une bonne défense, et bien ils n'en restent pas là. Pour me pourrir la vie, en définitive, donc ils font appel de la décision du tribunal. Et vous n'allez pas me croire, à 1 semaine de l'audience de l'appel, ils se désistent. Un désistement. Et donc, moi je me dérobe pas, je me présente devant la présidente du tribunal, je demande des excuses publiques qu'on ne m'attribue pas. J'ai juste, on m'a, comme on dit, réhabilité. Je saisis les journalistes, j'explique que c'est pas normal, qu'ils ont foutu ma vie par terre. Et donc, voilà. En fait, ils se sont désistés. C'est incroyable quand même. Alors, quand on se désiste, il n'y a plus aucune action contre nous. Hein. Tout s'arrête. Hein. Ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. Ils y ont mis des moyens. Alors, dans l'appel, dans le recours, je parle bien de... Moi, quand on est salarié protégé dans l'entreprise, il faut que le patron obtienne donc l'autorisation du département au niveau du ministère du Travail pour vous licencier.
Moi, le ministère du Travail, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a relaxé très facilement. Eh ben, ils ont mis en place le recours hiérarchique ministériel. Mon dossier monte à Paris. J'ai dû m'expliquer devant la région bordelaise. Et en définitive, ben, l'enquêtrice qui m'entend pendant 2 heures, ben, elle me dit comme ça, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Bordeaux, monsieur Jallet? Ben, j'ai dit, j'ai eu au moins le mérite de visiter la ville, il y a une belle architecture. On est arrivé à plaisanter sur un dossier aussi grave que ça. Voilà. En fait, les gens qui... Mes agresseurs, mes détracteurs, ils ont mis en place beaucoup de choses. En fait, c'est ça. Ils vous détruisent. Ils cherchent à empiéter sur votre vie privée, sur votre vie de famille, votre vie de couple. Et on le sait, il y a beaucoup de gens. Alors, dans notre dossier, quand même, écoutez bien. 343 personnes auditionnées en gendarmerie pendant 2 ans. 10 ans de procédure judiciaire. Examen psychologique et psychiatrique pour les détracteurs. Et y compris pour les victimes, psychologique pour les victimes. Ça a été le dossier d'harcèlement moral le plus important dans les Pyrénées-Atlantiques. Et par contre, ben, la presse écrite, ben, c'est passé sous les radars. Et c'est passé sous le radar parce que ce jour-là, en audience, il y avait un crime traité aux assises à Pau. Et malheureusement, et quand j'entends le journaliste de Sud-Ouest qui me dit que ben, monsieur Augier, le harcèlement moral, c'est pas un sujet d'actualité, il faut passer à autre chose. Non, je me rends compte que c'est un sujet vraiment global, c'est un phénomène sociétal et c'est vraiment très grave ce qui se passe dans les entreprises. Et plus on avance, vous avez la nouvelle génération qui, en définitive, eux, ils s'emmerdent pas. Dès qu'on les ennuie au travail, mais ils essaient de changer de poste et d'employeur. Mais bon, moi ça n'a pas été mon cas. Moi je vous rappelle, pour ceux qui me connaissent d'un peu plus, que mes enfants ont été en études supérieures. Mon fils Landry donc, a fait sciences politiques, mon deuxième faculté de droit et ma fille, qui va travailler récemment pour les Émirats arabes, a fait BTS tourisme. Bon, il a fallu que j'assure une stabilité financière, une stabilité professionnelle, et je peux vous dire que c'est très difficile. Mais en fait, j'aurais pu partir de l'entreprise. Beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi vous n'êtes pas parti? Parce qu'on est bloqué, on est en définitive, et puis il y a la lutte. Il y a la lutte, je vois Stéphane, il me fait signe, effectivement, moi je suis un militant, et le pire, c'est que je fais la même chose que toi. Dans toutes les péripéties qui sont arrivées, quand ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre au pénal, ils m'ont proposé quoi d'après vous? Une médiation avec une médiatrice de rang international. Avec mon fils, quand on a contrôlé ses diplômes à la nana, ben, elle était hyper diplômée. En fait, on m'a proposé de me coucher. Voilà, on m'a proposé, voilà monsieur Augier, est-ce que vous êtes en mesure de prendre un accord transactionnel? J'ai dit non. Bon, je peux vous dire que mon avocat a été très contrarié. C'est l'ancienne bâtonnière du barreau de Tarbes, elle est contrariée. Mais en fait, ils tentent tout. Quand ils voient qu'ils ont même perdu, ben, ils tentent à vous acheter. Et ça arrive. Et en ce moment, le combat que mène Timothée Esprit, c'est terrible parce que il subit des foudres de son employeur, mais c'est incroyable ce qu'on peut voir. Je crois que le cabinet parisien en est à 60 000 € pour lui. C'est incroyable. Et en fait, moi je le connais, donc c'est le monsieur que j'ai sur ma poitrine, qui est là, que je vous invite à filmer. Et en définitive, c'est un homme qui est complètement intègre et c'est un militant en fait. Et bien, dès qu'il revendique des meilleures conditions de travail, c'est ça. On est stigmatisé, on nous démolit. Voilà. Les syndicats nous démolissent. Ah oui, alors justement, dans mon deuxième, et là c'est Gilles Larieux, le deuxième co-auteur, qui ironise, et lui il règle ses comptes avec la CGT pour dire, parce que les syndicats n'ont pas la science infuse, et malheureusement ils sont court-circuités en tête de gondole, et automatiquement, en bas de la base, ben, on subit des décisions, on subit des accords d'entreprise qui ne correspondent pas du tout. Mais moi, dans le cadre de mes négociations obligatoires, j'avais obtenu des avancements. Mais comme ils voyaient que... Alors, il faut savoir que sur le bassin de lac, il y a une pollution existentielle. Il n'y a pas que le projet éco, vous avez des pollueurs, il y a des gens qui ont été condamnés, Sobégy, Arkema, enfin, il se passe plein de choses sur le bassin de lac. Mais en définitive, eux, ils veulent rien connaître. Ils veulent rien reconnaître, pardon. Et c'est terrible, et tout ce que l'on peut vivre, bon, bien heureusement, et il faut quand même que je rajoute ça, j'ai rencontré donc Philippe Cascarère, qui est le président du groupe APR. Bon, il est allé voir Indochine hier soir à Paris, donc il était à l'aise. Il devait être là, mais il ne pourra pas être là. Voilà, on peut rencontrer des bons patrons. C'est un homme qui m'a promu, qui m'a mis en responsabilité. On a gagné une certaine somme d'argent, voilà. Et quand j'ai intégré le groupe Novéal sur mes 10 dernières années,
j'ai été chef d'équipe et il m'a remis la grande médaille d'or du travail et il m'a dit Philippe, tu as remis de l'humanité dans les équipes et c'est très important. Oui, voilà. Ce qu'on manque, la société civile française actuelle manque d'humanisme, mais c'est criant et c'est ce que je veux apporter. Voilà, un peu plus d'humanisme dans mes réflexions, dans mes propos. Voilà, tout simplement. France Télévisions, la présence de France Télévisions. Il y a Stéphane Pain, donc un reporter indépendant du Pays Basque. Il y a Philméric, reporter indépendant. Il y a Média 40, donc qui représente Téléland. Voilà, pour moi c'est un événement. Et ensuite il y a des invités. Et donc je vais demander donc à Guillaume Amalfitano s'il veut bien venir s'avancer pour parler. Parce que bon, voilà, c'est un homme qui a fait quelques Tours de France, qui a participé à 3 Jeux Olympiques. Et donc cet homme, je lui donne la parole parce que je le connais. Alors, s'il se souvient bien, Guy, en fait, on s'est rencontrés sur un sautoir à la perche, mais tu t'en souviens pas, c'était au stade municipal. Mon frère Franck a pu décrocher bien plus tard un record départemental à 4,80 m, mais toi, je me souviens, voilà. Alors déjà, rien qu'à toi tout seul, tu as une leçon de vie pour tous les autres. Oui, ah ben écoute, c'est ce que je ressens, c'est pour ça que je t'invite, parce que tu es quelqu'un de très important dans ma vie. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu as été remercié par la ville d'Orthez. Je t'ai présenté à Maurice Cadet pour dire, voilà, là vous avez un gars, il est intègre, voilà, je suis très, très honoré de le rencontrer. Alors, qu'est-ce que tu as à dire de nous, pourquoi je t'ai invité, enfin voilà, tu peux dire, et ce que tu penses, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément prévu que je prenne la parole, mais écoute, je voulais d'abord te remercier de ton invitation. Je trouve que cette démarche est vraiment... c'est une très belle démarche, puisque bon, c'est à but humanitaire un petit peu, puisque tu vas aller à la rencontre des gens. Tu vas défendre... J'attends que tu me donnes des conseils, en fait. Des conseils, ça dépend, tu vas le faire comment? Tu vas le faire en marche? Tu regardes bien, tu tends l'œil, et je vais faire ça avec un van life Detlef, donc entièrement et complètement équipé, autonome à 100%, avec panneaux solaires. J'ai plus besoin de 35 000. Je te laisse dérouler. Oui, ben voilà, oui, alors pour en revenir sur la perche, je me rappelle tout à fait la période, puisque moi j'en faisais aussi à l'époque. Voilà, donc moi si je suis venu ici, c'est justement parce que moi aussi j'ai fait pas mal de démarches humanitaires, on va dire. Bon, moi c'est plutôt dans le domaine médical, puisque je suis ambassadeur de la lutte contre les cancers. J'ai perdu ma jambe à l'âge de 17 ans suite à un osteosarcome. Donc voilà, j'ai décidé de partir dans des périples humanitaires parce que je trouvais que il fallait le faire, hein, il fallait arrêter un petit peu de penser à soi-même et puis il fallait un petit peu se tourner vers les autres. Moi pendant des années j'étais un petit peu le centre, pas du monde, mais voilà, je pensais à ma petite personne et puis un jour j'ai eu une prise de conscience, il y a eu certains éléments qui ont fait que j'ai complètement changé d'optique et donc voilà, je me suis consacré à ces périples. Donc j'ai fait effectivement deux tours de France, j'ai traversé le Canada, hein, d'est en ouest, ou d'ouest en est, je ne sais plus, je me trompe à chaque fois, d'est en ouest. Et donc voilà, écoute, je voudrais te souhaiter bon vent pour ton aventure, parce qu'elle va durer longtemps. Oui, alors en définitive, j'ai choisi 2 ans. Alors, je suis un petit peu un aventurier, j'ai toujours travaillé au feeling, j'aime pas les papiers, voilà, j'essaie d'improviser, c'est pas tout le temps facile, mais oui, voilà, je m'en vais un petit peu dans une expérience, vraiment, pour dire, c'est pas pour la prétention de dire je l'ai fait et tu reviens à l'ego. Oui, moi je vais te dire une chose, quand j'ai eu mon premier enfant, effectivement, j'étais un individualiste au départ, et en définitive, après quand on fonde une famille, on se rend compte, et quand je me suis rendu compte dans quelle société on vivait, je dis merde, là il y a du travail, et c'est pour ça que je me suis investi un petit peu dans le syndicalisme et le militantisme, pour dire voilà, on peut améliorer les conditions de travail, et moi je les ai fait de façon notoire ce bassin-là, puisque mon patron, qui a 3200 salariés quand même, me dit que j'ai apporté de l'humanisme à ses équipes, et ça c'est vraiment, voilà, pour moi c'est un couronnement pour dire voilà, Philippe Rougier, tu blagues, mais sur le terrain, et pour ceux qui me connaissent, pour aller souvent face au CRS dans la rue, donc oui voilà. Après je ne suis pas impoli, j'ai jamais manqué de respect à un gendarme, d'ailleurs je les ai invités, et j'espère qu'ils vont pouvoir venir. J'ai invité le commandant, mais vous imaginez le commandant de la brigade de recherche d'Orthez, c'est un homme qui est en opération aujourd'hui, donc il m'a dit qu'il y aurait 1 ou 2 gendarmes qui passeraient. Voilà.
Alors oui, pour revenir à notre discussion de base, moi je suis vraiment très honoré de tout ton parcours. Et voilà, tu es un exemple en fait pour la société civile. Et donc, alors, comme toi, j'ai été reçu donc, par la ville d'Orthez qui me dit vous allez devenir le nouvel ambassadeur de la ville d'Orthez. Donc, Benjamin Moutet a fait en ce sens, et qui m'a créé une petite nappe où il y a écrit, donc je vous invite à lire Tissage Moutet d'Orthez. Donc déjà, j'ai invité donc Moutet, pourquoi? Et parce que c'est un innovateur, c'est un progressiste, c'est un chef d'entreprise, ce sont des gens qui réfléchissent. Et là aussi, c'est un homme où l'entreprise familiale allait être bradée, allait être vendue, et il est arrivé, il a sauvé l'entreprise avec des idées novatrices telles que la mise à jour, la mise à l'ordre du jour de la culture du vin. Et franchement, il fallait y penser. Voilà, on va revenir à toi, Guy. Voilà. Si tu as des choses à dire ou à rajouter, tu peux y aller. Non, juste que ton démarche résonne un petit peu, puisque beaucoup de gens ne savent pas, mais moi j'ai été victime également de harcèlement moral à une certaine période de ma vie. Alors je vais faire une transition. En définitive, le harcèlement moral n'est reconnu que quand il y a une décision de justice. En l'occurrence, devant la juridiction pénale. Si vous dites à quelqu'un, vous accusez quelqu'un d'être harcelé, il peut vous attaquer en diffamatoire. Et c'est là toute l'ambiguïté. Il faut que vous arriviez à démontrer, donc par rapport à des témoignages concordants et circoncis, qu'il y a eu une infraction au code pénal. Et donc, pour avoir rencontré des magistrats instructeurs, c'est là où on se rend compte de tout le travail de la police, tout le travail de recherche, d'enquête et d'investigation. Et là, je vous dire, ils mettent en place le système de l'entonnoir, donc démêler le vrai du faux, et comme vous entendez souvent à la télévision, à charge ou à décharge. Voilà, c'est très important. Et voilà, donc tu dis que tu as... Alors, moi aussi, la chaussure à Orthez, il y a 30 ans, on pensait, et même, ça y est, maintenant on l'a mis, mais avant, on ne mettait pas le mot, le qualificatif, on ne mettait pas harcèlement moral. C'est un mot qui a quel âge? 15 ans maximum. Voilà, c'est nouveau. En fait, le corps médical est arrivé à mettre ce qualificatif parce que la société civile s'est individualisée et on a pu repérer nos détracteurs. Ces gens-là, bon, le mien, il a été condamné, mais c'est un multirécidiviste. En définitive, il avait déjà été condamné pour abus de biens social, fraude fiscale. Ce sont souvent des récidivistes. Et je vous invite à faire des audiences au tribunal de Pau le jeudi après-midi où il y a des sujets assez graves. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes à la barre, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut les combattre. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher. Alors, et tu l'as vécu donc comment ce harcèlement? Donc tu l'as vécu comment? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est il y a fort longtemps. Voilà, bon, après je ne savais pas trop comment m'y prendre à l'époque. Bon, malheureusement, les démarches n'ont pas été dans mon sens. Mais bon, en attendant, j'ai ma conscience pour moi, donc pour moi c'est l'essentiel. Même si j'ai perdu, c'était le pot de fer contre le pot de terre, comme on dit. Voilà. Donc en plus, je me suis défendu tout seul, je n'avais pas pris d'avocat ni quoi que ce soit. Donc ça a été un petit peu compliqué, et puis c'était par l'intermédiaire, c'était une démarche, c'était le tribunal administratif, donc c'était pas pareil. Tu étais dans le territorial de notre public. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que justement, je vais donner des conseils. J'ai créé un groupe Facebook sur le conseil de mon avocat, où on est déjà quand même 850, et je prodigue des conseils de façon bénévole. Et bien, j'essaie d'orienter les gens à savoir s'ils ont un bon dossier, s'ils se dirigent vers la bonne juridiction, parce que les gens, généralement, ils sont victimes, ils sont touchés de plein fouet, et généralement, comme moi j'ai fait un burn-out, j'ai fait un face contre terre, donc voilà, et encore, mon copain qui m'amène dans l'hôpital, il a pris le rond-point de face, il a tout traversé, donc il aurait pu avoir un suraccident, mais il était tellement en panique. Mais quand le corps médical, quand ils m'ont vu arriver, ils n'ont pas analysé, c'était de suite en psychiatrie, donc ils ont compris qu'il y avait un gros problème, et c'était dû et lié au travail. Je reviens à ça, pour prouver le lien de causalité directe. Devant le corps médical, ça a été très compliqué pour moi. L'histoire du harcèlement moral, le démontrer, le prouver. Moi, il m'a fallu quand même 9 mois devant la CPM de Mont-Marsan pour démontrer que je suis ici un harcèlement moral, et donc leur demander une rétroactivité financière, ils m'ont rendu 3700 balles. Bon, ça veut dire que j'étais dans mon plein droit, mais il faut se battre. Même pour ça, ce sont des acquis pourtant, et bien même pour ça, il faut se battre. En fait, on est sur plusieurs fronts, et c'est difficile pour l'individu, c'est difficile pour la famille, c'est très difficile. Le harcèlement moral,
C'est en fait, c'est un poison vicieux qui touche vos organes et de façon très lente, et vous vous en rendez pas compte en définitive. Une semaine avant l'audience, justement, où ils se sont désistés, ben, il y a un témoin qui a dit voilà, moi je veux faire, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit voilà, j'ai été manipulé par la directrice, j'ai fait un faux témoignage, je veux témoigner devant ton avocat. Bon, bien sûr, j'ai pris la perche, et voilà, et donc ça a été déclaré dans le tribunal, qu'un témoin s'est rétracté, qu'il avait été manipulé. Mais vous savez ce qui s'est passé? Alors, la directrice d'exploitation a été relaxée de toutes les charges. Vous imaginez, elle fait des aveux en garde à vue, elle dit c'est moi, j'ai fait du mal aux gens, elle viole son contrôle judiciaire et à la fin elle est relaxée de tout, même avec des aveux. Ça veut dire que les pouvoirs publics, le ministère public met des moyens, effectivement il y a eu des moyens astronomiques, mais à la fin, les magistrats, ben, il n'y a pas de réponse pénale. Imaginez-vous, pour un mec comme ça, il prend 3 mois de prison de sursis, déjà ça signifie rien pour eux, le sursis, ou encore mieux le bracelet électronique. Et voilà, 3 mois de prison de sursis et 35 000 € d'amende répartis sur 11 victimes. Et alors le pompon dans cette affaire, c'est que le ministère public le condamne à 1 500 € d'amende, mais s'il paye dans les 15 jours, il aura 20% d'abattement. Mais qu'est-ce que vous pouvez imaginer qu'un patron, quand il lui arrive ça, quand il regarde ça, il doit rigoler en définitive. Et c'est pour ça que dans tous mes commentaires, je dis que les patrons, même détracteurs, peuvent dormir encore longtemps sur nos oreilles parce que, effectivement, il y a tous ces dysfonctionnements. Mais moi, je parle bien de dérives. En définitive, ce sont des dérives patronales qu'il faut dénoncer. C'est pour ça que je m'en vais faire ce Tour de France. Mais pas pour les stigmatiser tous, parce qu'il y a des patrons qui sont extraordinaires. Moi, je sais qu'il y a des patrons qui ont des considérations différentes, voilà. Mais il y en a qui ce sont vraiment des salopards. Mais il faut le dire après, il faut utiliser le bon qualificatif. Hein. Ce sont des salopards. Voilà, ils savent très bien ce qu'ils font. Et je dois vous dire, c'est que le tribunal n'a pas reconnu la perversité. Vous savez que ce sont des détracteurs narcissiques, mais le tribunal n'a pas retenu la perversité de leurs actions. Et alors, j'ai la condamnation derrière moi, là, sous livret. Il y a une gendarmette, je ne sais pas si elle est adjudante, elle a voulu découvrir les griefs du détracteur à notre rencontre. Mais elle était, quand elle a commencé à lire considérant tout ce qui vous est arrivé, effectivement, ce sont des faits très graves. Mais comment la directrice d'exploitation a pu être relaxée? C'est une relaxe générale, c'est-à-dire il n'y a rien contre elle. Alors bien sûr, moi j'avais imaginé que le parquet fasse appel, mais le parquet n'a pas fait appel du tout. Et donc lui a été condamné, mais lui il savait, c'est un multirécidiviste. Et en fait, ces gens-là sont repérés parce que la société s'individualise et le corps médical arrive à mieux les repérer maintenant. Ils sont isolés. Alors le mien, il était particulier. La brigade de contrôle de recherche des Pyrénées-Atlantiques l'avait surnommé le loup solitaire. Vous imaginez, voilà, c'est un patron, mais c'est en même temps un loup solitaire. C'était quelqu'un, sur une PME de moins 50 comme la nôtre, écoutez bien, il y avait 35 personnes touchées, répertoriées par la justice. Mais après, il n'y en a eu que 11 qui ont voulu faire la démarche au pénal, 11 victimes constituées partie civile, 35 et 11. Vous avez vu déjà, les autres, ils n'ont pas osé se présenter devant le tribunal. C'est la peur. Et après, il n'y a pas que la peur, il y a la finance, parce qu'il faut avoir l'argent. Moi, j'ai dépensé plus d'argent avec mon avocat que j'ai reçu de dommages et intérêts. Et il faut savoir, et là je vais insister sur ça, c'est l'argent que ça coûte à la collectivité. Un procès comme le nôtre, d'après vous, combien a-t-il coûté? Eh bien, je vais vous le dire. Et vous allez voir la réflexion, de mon avocat. Notre procès a coûté plus de 400 000 €, d'accord? Et mon avocat s'exclame dans le tribunal, elle me dit « Monsieur Augier, c'est le prix de la démocratie ». Or, en 2007, je saisis le procureur de la République en personne, je lui détaille de façon bien distincte tout ce qui se passe, je me présente en tant que lanceur d'alerte, mais là aussi, vous êtes lanceur d'alerte que quand vous avez le statut, et il faut être inscrit en préfecture. Moi, je saisis le procureur en 2007 et je lui dis « Monsieur, le procureur, il se passe des faits graves, il y a des gens qui intentent leur joue, donc dans notre dossier judiciaire, il y a eu quand même 4 tentatives de suicide, donc je suis fier de pouvoir vous dire que j'ai au moins sauvé 2 femmes en faisant mettre le patron en garde à vue. Parce que vous savez que quand on met un patron en garde à vue, automatiquement tout s'arrête, il est sous contrôle judiciaire et il n'a plus le droit de rencontrer les victimes.
Et donc il y a quand même 4 personnes, dont 2 qui se sont taillées les veines, et dont une, Francine, dont, si vous êtes amené un jour à lire mon récit, donc Francine, elle me rencontre et elle me dit comme ça, et elle était bien au départ, un an avant elle était impeccable, et elle me dit comme ça un jour, elle me dit, Philippe, si tu ne t'occupes pas de moi, je me suicide ce soir. Alors, je peux vous dire que ce sont des propos qui sont saisissants, et donc j'ai réagi. J'ai été voir de suite la médecine du travail, son médecin généraliste, ils s'en sont occupés, et elle est partie 3 semaines en psychiatrie, et elle est ressortie, on va dire, plus ou moins soignée. Elle a quitté l'entreprise, elle a été licenciée bien sûr, mais elle a pu retrouver un travail et un équilibre psychologique beaucoup plus stable. Mais en fait, et cette femme, quand elle est rentrée dans l'entreprise, elle était tout à fait joviale. C'était une femme, c'est une ch'ti d'ailleurs, une femme qui venait du Nord, et en 1 an, j'ai pu constater la dégradation. Elle avait un visage figé, en fait, elle subissait. Elle travaillait le jour, la nuit, elle mangeait plus midi, il la faisait grossir terrible. Et sans pour autant lui payer tous ses heures supplémentaires. Mais bon, ça c'est qu'un détail par rapport à la situation de l'employeur et la situation d'être salarié dans l'entreprise. C'est incroyable ce qui peut arriver. Et on n'est pas là, ce dossier-là est sorti, mais derrière, il y en a d'autres. Ça veut dire que ça continue. Ça veut dire, qu'est-ce que font les pouvoirs publics pour ça? Ben, pas grand-chose en définitive. Même si Macron saisit l'application TikTok pour dire que ben, il ne faut plus que ça arrive et que c'est pas normal. Mais oui, mais voilà, le président il a son mot à dire, mais visiblement il ne met pas les moyens pour les pouvoirs publics. Je reviens à toi, donc, monsieur Malfitano, et donc tu as tout dit, donc voilà. Tu pars quand alors en définitive, aujourd'hui c'est le départ symbolique. Mais je pense partir fin juin, j'ai des papiers à régler, voilà, c'est la partie administrative. Et après je vais m'élancer, et quand je vais m'élancer, donc, j'ai fait le tour avec Radio Gascon, voilà, j'ai fait le tour avec une caméra, pour dire qu'en définitive, je vais faire des directs de mon camion étant, et je vais faire des relais TikTok éventuellement, voilà. Je vais rendre compte, et peut-être que le nouveau maire de la ville me recevra dans 2 ans, comme ça a été le cas pour toi. Et que, alors moi je ne cherche pas des médailles, mais j'aime bien le mot, moi j'aime bien le mot ambassadeur, parce que c'est une bonne cause. Je fais ça vraiment, c'est un esprit noble. Bien sûr que j'ai le statut d'écrivain, je suis un écrivain, et donc, bien sûr, si je vends des milliers de livres, je serai ravi, mais ça voudra dire comment moi ça j'y passe. Le but c'est ça, c'est ma cible particulière, c'est le capitalisme et ses effets collatéraux. Ah ouais, c'est pas pareil. Et si mon message passe, et Diego, je te regarde, j'espère qu'il va passer, j'espère qu'on aura un vif succès et qu'on pourra vendre des milliers de livres et que, à force de taper, peut-être qu'en définitive les gens ils vont réagir. C'est le but, c'est ça. C'est le plus difficile chez un humain, c'est lui faire changer sa mentalité et son comportement. Et là, c'est pas gagné en définitive. Ben non, je te souhaite bonne chance. Alors, parce que bon, ça va être long, 2 ans. Je pense que tu as prévu un itinéraire avec des étapes. Alors, je vais scrupuleusement respecter le contour de l'Hexagone. Oui. J'ai un impératif clé. Je dois marier mon fils le 20 décembre à Strasbourg. Donc, il ne faut pas que je me rate. Alors, Strasbourg, par contre, ça m'a préoccupé parce que c'est une région qui est nord-est, qui est froide. Et donc, j'ai dû me doter d'un système d'évacuation d'eau à partir de 3 degrés. Ah, voilà. Je suis bien équipé, je regarde les camping-caristes amis, je bénéficie donc d'une alarme périmétrique, volumétrique et infrasonique. C'est une alarme qui est très sophistiquée, je bénéficie de la 4G, voilà, j'ai toilette, douche, autonomie de 120 litres en fluide. Bon voilà, c'est vraiment une belle machine. Ce sont des camping-caristes. Voilà, donc... c'est pas un terrain connu. Voilà. Un vrai capitaliste. Alors après, il me fallait cet engin, parce que le problème, c'est que, vous le savez, je dois pouvoir me garer dans n'importe quel parking. Je vais cibler les commerces, donc les espaces culturels de Clerc, et pour ça, il me fallait une machine qui ne soit pas large. Donc elle fait 2,05 m de large, 2,65 de haut et 5,99 de long. Donc voilà, c'est quand même un espace de réduit voilà, c'est une très très belle machine. Mais c'est un produit Detlef, pour ne pas le nommer. Et le concessionnaire qui m'a vendu l'appareil, c'est Top Loisir à l'Escar. Voilà, pour ne pas le nommer. Voilà, avec lequel j'ai eu un bon relationnel. Bon, les commerciaux sont en ce moment à Biarritz. Donc il faut savoir que le marché du van life est en pleine explosion. Pourquoi? Parce que la période Covid a déclenché des idées.
Ah oui, je vois qu'une dame hoche la tête, elle est d'accord avec moi, qui a présenté mon livre et qui m'a dit que j'avais écrit donc un récit ultra violent et que ça allait servir pour la jeunesse. France Télévisions a présenté mon livre, Mediapart en a fait 4 pages. J'ai eu le droit à des portraits nationaux, donc l'enfer du décor qui a écrit le poison, le fameux poison vicieux. Voilà, j'ai eu quand même quelques reconnaissances de mes écritures et ça fait plaisir. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de rentrer dans la lumière tout simplement pour faire passer un message. Et pourquoi pas, il y a beaucoup de gens. Alors, pour avoir rencontré Flickin' Crotte et bien d'autres, moi j'ai pas envie de leur ressembler. Mais si un jour on me propose le 20h de TF1, je prends. Je prends parce que ça me permettra donc d'avoir... on me verra et le sujet sera mis à l'ordre du jour. Moi c'est ça ma préoccupation et je reviens vers toi Guy, si en définitive, voilà, il faut que vraiment les gens soient sensibilisés à ce problème. Et voilà. Et je le vois ici au restaurant, je peux vous dire au restaurant là, depuis 1 mois et demi, j'ai constaté une équipe qui est cohérente. Vous avez 2 guerrières voilà, qui préparent à manger. C'est franchement, il y a des entreprises où ça se passe bien. Alors, pourquoi ça se passerait mal ailleurs? Voilà. Il me manque un peu de monde, c'est vrai. Où sont les notables de la ville d'Orthez? Mais bon, pour les avoir invités. Mais peut-être qu'ils vont arriver plus tard, je ne sais pas. Non, mais ils ne vont pas arriver. Ah, mais voilà, mais alors madame, je vous invite à prendre la parole. Ah, il ne faut pas prendre la parole. Bon, mais c'est pas grave. Mais il y a au moins une représentante de la ville d'Orthez. Je vous remercie madame de votre présence. Alors, j'ai pu plaisanter à l'état civil. Ils ont dit de moi que j'allais être le nouvel ambassadeur. Mais pourquoi pas, le commandant de la gendarmerie d'Orthez m'a dit si vous êtes un bon ambassadeur, on prend. Et puis donc j'aurais acclamé les facéties de cette belle cité médiévale qui est la ville d'Orthez avec le château d'Andian.